La main de l'officier de la Gestapo se referme durement autour du poignet de Joséphine Baker. Ses doigts s'enfoncent dans sa chair jusqu'à atteindre l'os. Il sourit. Un sourire qui trahit son impatience, comme s'il avait longuement anticipé cet instant. « Cote 0 » murmure-t-il en français impeccable. « Cote 1 » Il se trouve dans une loge en coulisses du Folies Bergère, à Paris en 1941. La ville est occupée. Des drapeaux nazis flottent sur chaque édifice. Des soldats allemands patrouillent à chaque coin de rue. Joséphine Baker, la femme noire la plus renommée d'Europe, vient de conclure son spectacle devant une salle remplie d'officiers de la Wehrmacht et de commandants des SS. Le même numéro qu'elle a répété des centaines de fois. La même tenue ornée de bananes et de plumes, couvrant à peine son corps. Les mêmes chansons, le même sourire radieux, sauf que ce soir, des mots invisibles sont tracés sur son ventre, des noms, des dates, des mouvements de troupes, tout ce que la résistance française doit savoir sur les opérations allemandes en Afrique du Nord. L'officier de la Gestapo l'attire plus près. Son haleine empeste le schnapps et le tabac. Vous avez beaucoup de succès auprès de nos officiers, Fräulein. Ils se confient à vous, ils vous révèlent des secrets. Cela nous intrigue. Joséphine ne recule pas. Elle ne laisse transparaître aucune peur. Elle le fixe de ses yeux, qui ont envoûté la moitié de l'Europe, et lui adresse un sourire. Pas un sourire anxieux, pas un sourire terrifié, celui de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation. Qui anticipe 3 coups à l'avance, qui s'est déjà fait prendre par le passé et s'en est toujours sorti indemne. « Cote 3 » répond-elle de cette voix suave, mélange de miel et de fumée de cigarette, elle porte la main à la fermeture éclair de sa tenue. Le sourire de l'officier vacille un instant, car ce n'est pas ainsi que se comportent les prisonniers. Les prisonniers supplient, implorent, s'effondrent. Ils ne proposent pas de se déshabiller devant leur interrogateur. Ce qui se passe dans la minute suivante décidera si Joséphine Baker survivra pour transmettre ses renseignements ou périra dans une cellule de la Gestapo. Si l'invasion alliée de l'Afrique du Nord triomphera ou échouera. Si elle deviendra l'une des espionnes les plus cruciales de la Seconde Guerre mondiale ou une anonyme dans une fosse commune. Tout cela parce qu'elle a compris depuis longtemps que le meilleur camouflage n'est pas un déguisement. C'est d'incarner précisément ce que les autres attendent d'elle, tout en agissant à l'opposé de leurs suppositions. Pour saisir comment Joséphine Baker s'est muée en espionne, comment elle a exploité sa célébrité comme un voile protecteur, comment elle a fait passer des secrets notés sur sa peau et sur des partitions musicales à travers l'Europe en se produisant pour l'ennemi, il faut remonter le temps, très loin en arrière, à Saint-Louis, Missouri. Vers une pauvreté si abjecte qu'elle rend la guerre presque enviable, vers une fillette qui ne possédait rien d'autre qu'un corps capable de danser et un esprit infatigable dans ses calculs stratégiques. Cette histoire demandera du temps. Elle est complexe. Elle mêle beaucoup de danse, une bonne dose de mensonges et une quantité inattendue de partitions musicales. Mais lorsque nous reviendrons dans cette loge, face à cet officier de la Gestapo, alors que Joséphine tend la main vers sa fermeture éclair, vous saisirez la raison de son sourire. Car Joséphine Baker a toujours un plan. Freda. Joséphine MacDonald naît le 3 juin 1906 à Saint-Louis, Missouri, plus précisément à East St. Louis, le quartier le plus misérable d'une ville déjà pauvre, dans un voisinage noir. Un endroit où la survie se négocie chaque jour avec la violence et la faim. Sa mère, Carrie, est blanchisseuse et trime 16 heures par jour à frotter le linge des Blancs. Son père, Eddie Carson, est batteur, mais la plupart du temps sans emploi et souvent absent. Il abandonne la famille quand Joséphine est encore bébé. Carrie se remarie avec Arthur Martin, un autre musicien au chômage. Plus de bouches à nourrir, moins d'argent, moins de repas. Joséphine apprend à danser avant même de savoir lire.
Pas le ballet, ni ces danses élégantes enseignées dans les écoles. La danse de rue, celle qui vous vaut des pièces jetées par les passants, celle qui vous empêche de mourir de faim. À 8 ans, elle travaille déjà comme servante chez une famille blanche. Ils la battent souvent. Une fois, ils lui plongent les mains dans de l'eau bouillante pour punition après qu'elle a cassé une assiette. Les cicatrices ne s'effaceront jamais complètement. Elle s'enfuit, retourne chez sa mère, qui la renvoie chez une autre famille blanche. Même calvaire, coups, humiliations et le rappel incessant qu'elle est noire dans un pays qui la traite comme une sous-humaine. En juillet 1917, l'émeute raciale d'East Saint-Louis. Des hordes blanches assaillent les quartiers noirs, incendiant des maisons, lynchant des hommes, abattant femmes et enfants dans les rues. Joséphine a 11 ans. Elle voit son quartier en flammes, voit des gens qu'elle connaît périr. Le bilan officiel fait état de 30 morts, 9 noirs et 9 blancs. La réalité est sans doute le triple. Des corps jetés dans le fleuve, enfouis dans des fosses communes, volatilisés. Quelque chose se durcit en Joséphine ce jour-là. Pas de la colère, pas vraiment. Plutôt une prise de conscience, celle que le monde se moque de son sort, que sa survie dépend uniquement d'elle. Qu'elle doit être plus rusée, plus rapide, plus habile que tous ceux qui cherchent à l'anéantir si elle veut s'en sortir. À 13 ans, elle se marie pour la première fois. Willie Wells est ouvrier dans une aciérie. Ce mariage ne dure pas un an. Elle est trop jeune, trop ambitieuse, trop vibrante pour l'existence étriquée qu'il lui propose. À 15 ans, elle se remarie. Avec Willie Baker. C'est lui qui lui offre le nom qu'elle portera toute sa vie. Joséphine Baker. Un nom qui évoque la sophistication, la France, presque l'importance. Ce mariage échoue aussi, mais Joséphine conserve le nom. À 16 ans, elle danse déjà dans des spectacles de vaudeville. Elle sillonne le Sud avec de petites troupes théâtrales, maîtrisant les rouages du métier, apprenant à décrypter le public, à faire rire les Blancs tout en les raillant en secret, à incarner l'artiste qu'il désire tout en protégeant sa dignité dans un recoin inaccessible. Elle excelle. Pas seulement bien, mais de manière exceptionnelle. Son corps ondule d'une façon qui défie l'imagination, fluide, irréel, comme si les lois de la physique lui étaient étrangères. Et son visage, ce visage passe en un clin d'œil de la comédie à la tragédie, puis à la séduction. Mais l'Amérique refuse les artistes noirs trop doués, trop talentueux, trop authentiques. Elle exige des minstrel shows, des Noirs jouant les domestiques et les idiots. Joséphine endosse le rôle, roule des yeux, adopte un dialecte exagéré, livre la farce qu'ils attendent. Mais au fond d'elle, elle observe, elle absorbe, elle prépare sa fuite. En 1925, à 19 ans, une proposition arrive pour intégrer une troupe à Paris, la Revue Nègre. Il cherche de l'exotisme, du primitif, une Américaine noire pour incarner les stéréotypes qui titillent les Européens blancs. Joséphine accepte, non par désir d'exotisme, mais parce que Paris est à 3000 miles de l'est de Saint-Louis, des lynchages, de la misère, de l'Amérique. Elle débarque à Paris en septembre 1925, aux Champs-Élysées. L'angoisse la tenaille, elle ne parle pas français, ne connaît personne, ignore si cela marchera. La nuit de la première. Elle monte sur scène presque nue, une jupe de banane factice, rien d'autre. Et elle danse. Pas le ballet raffiné que les Européens escomptent. Quelque chose de plus sauvage, plus instinctif, qui joue à fond sur leurs idées reçues de sauvagerie africaine. Le public s'emballe. Ils n'ont jamais vu ça. Cette femme noire américaine qui se déplace comme un mélange d'eau, de sensualité et de péril, qui les fixe d'un regard promettant tout et rien. Joséphine Baker explose du jour au lendemain. L'artiste la plus renommée de Paris, peut-être d'Europe. En quelques mois, elle se produit aux Folies Bergères, gagnant en un mois plus que sa mère n'en a touché en un an. Elle acquiert un hôtel particulier, le peuple d'animaux insolites, un guépard nommé Chiquita,
qu'elle promène en laisse dans les rues de Paris. Des serpents, des perroquets, un cochon. La presse adore. Joséphine Baker, la sauvageonne d'Amérique, réalisant leur rêve de sexualité primitive. Mais voilà ce qu'ils ignorent, ce qu'ils ne voient jamais. Joséphine joue un personnage comme elle jouait la sotte au vaudeville. Elle leur offre précisément ce qu'ils réclament, tout en édifiant autre chose, du pouvoir, de l'argent, une liberté. Elle perfectionne son français sans accent, étudie la culture européenne, l'art, la littérature, la politique. Elle surpasse en raffinement bien des aristocrates blancs venus la reluquer. Sa célébrité devient une arme. Elle fréquente des hommes blancs à une époque où les relations interraciales pouvaient vous coûter la vie en Amérique, épouse un riche homme d'affaires juif, Jean Lyon, et obtient la nationalité française en 1937. Elle n'oublie jamais ses origines, jamais East Saint-Louis, jamais les cadavres dans la rivière, jamais que le monde est l'œuvre de ceux qui la veulent morte. Quand l'Allemagne nazie envahit la Pologne en 1939, Joséphine a 33 ans. Fortune faite, gloire assurée, en sécurité. Elle pourrait traverser la guerre dans le confort, en neutre. Elle n'en fait rien. Fin 1939, les services secrets militaires français la contactent. Jacques Abtey, capitaine au 2e bureau. Il recrute des espions, des individus capables de circuler en Europe occupée sans éveiller les soupçons. Des personnes approchant des officiers allemands. Insoupçonnables. « Nous avons besoin de vous, dit-il. Joséphine ne bronche pas. Que dois-je faire? Abtey détaille. Elle poursuivra ses spectacles, restera la célèbre Joséphine Baker, mais collectera aussi des renseignements. Écoutera les officiers allemands au fait, les fera parler par la séduction, transportera des documents cachés dans ses partitions. L'encre invisible est son idée. Rédiger des rapports d'espionnage sur son ventre, ses bras, ses jambes. Zone masquée par ses tenues jusqu'à ce qu'elle puisse les copier proprement. Si on la fouille, si on la déshabille, l'encre reste indécelable sans chaleur. À ce moment-là, elle sera de toute façon morte. Autant partir en combattant. Abtey s'interroge. Pourquoi risque-t-elle sa vie? Elle n'est pas vraiment française. Elle pourrait partir, rentrer en Amérique, être à l'abri. Joséphine le toise comme s'il était obtus. Elle le pense, sincèrement. Juin 1940, la France capitule. Les Allemands déferlent sur Paris comme en maître, parce qu'ils le sont. Le maréchal Pétain instaure le régime de Vichy. La moitié de la France collabore. L'autre moitié fait mine de voir les nazis en alliés. Joséphine refuse d'abord de se produire pour les officiers allemands. Elle rejette toute collaboration. Mais Jack, son agent, lui propose une autre approche. « Chante pour eux, dit-il. Ils se confieront à toi, te révéleront des secrets. Tu nous seras plus utile sur scène qu'en te cachant. » Joséphine perçoit la justesse de l'argument, même si cela la révulse, et elle l'accepte. Elle reprend ses spectacles devant les officiers de la Wehrmacht, les commandants des SS, ces hommes qui ravagent l'Europe. Elle leur sourit, flirte avec eux, les laisse croire qu'elle n'est qu'une artiste, une curiosité exotique, une femme noire primitive, ignorant tout de la politique. Et pendant qu'elle sourit, danse, tolère leurs mains sur son bras et leurs confidences, elle grave tout dans sa mémoire. Déplacement de troupes, itinéraire d'approvisionnement, nom d'agent double, emplacement de dépôt de munitions. Elle note le tout sur sa peau avec de l'encre invisible. Le recopie sur des partitions de musique classique, Mozart, Beethoven. Qui se douterait d'une partition musicale? Qui imaginerait que les indications de rythme et de tempo cachent en réalité des rapports d'espionnage codés? Elle parcourt l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Afrique du Nord, toujours avec ses partitions, toujours en représentation, toujours à collecter des renseignements. Les Allemands ne se doutent de rien. Comment le pourraient-ils? Elle est Joséphine Baker, la danseuse, l'artiste, la vedette exotique. Elle est bien plus que cela.
Au Maroc, elle collabore avec le réseau de la résistance française, aide à faire évader des réfugiés juifs hors d'Europe, exploite sa notoriété pour obtenir des visas, dépense son argent pour corrompre des fonctionnaires, mobilise ses relations pour falsifier des documents. Elle transforme sa villa marocaine en refuge, y cache des réfugiés, les nourrit, les extrait des zones nazies. Les Allemands savent qu'elle est là, qu'elle se produit. Ils ignorent tout de ses autres activités. Novembre 1942. Les Alliés préparent l'opération Torche, l'invasion de l'Afrique du Nord. Ils ont besoin de renseignements sur les positions des troupes allemandes et italiennes, les fortifications, les lignes de ravitaillement, tout. Joséphine a accumulé ces données pendant des mois, inscrites sur sa peau, dissimulées dans ses partitions, gravées dans son esprit. Mais il faut les transmettre au commandement allié. Il faut aller du Maroc, en Algérie. Les Allemands la surveillent. Pas de trop près, mais ils veillent. Un faux pas, un geste suspect, et ils l'arrêteront. L'interrogeront, la tueront. Elle voyage au grand jour, annonce une tournée de concerts, emporte ses partitions, ses costumes, sa suite, joue la diva que tout le monde attend, fait des scènes pour sa loge, exige du champagne, râle contre la chaleur. Les Allemands la laissent passer les barrages. Pourquoi en serait-il autrement? Elle est Joséphine Baker, l'artiste, l'insouciante. Elle livre les renseignements au commandement allié en Algérie. Les informations sont si précises, si exhaustives, qu'elles modifient complètement le plan d'invasion. Les Alliés savent où débarquer, où frapper, où les Allemands sont vulnérables. L'opération Torche réussit en grande partie grâce aux renseignements de Joséphine Baker. Les Alliés contrôlent l'Afrique du Nord. La marée de la guerre commence à tourner et Joséphine reprend ses spectacles comme si de rien n'était. Mais la Gestapo se méfie. Ils ont remarqué que Joséphine Baker est partout. Qu'elle accède à trop d'officiers. Que des fuites d'informations se produisent dès qu'elle est là. Ils mènent une enquête discrète, prudente. Ils ne peuvent l'arrêter sans preuve. Elle est trop célèbre, trop adorée. Arrêter Joséphine Baker sans motif clair déclencherait un scandale international. Mais ils observent, attendent, guettent l'erreur. Avril 1941, la loge. L'officier de la Gestapo, sa main sur son poignet. Vous avez beaucoup de succès auprès de nos officiers, Fräulein. Joséphine tend la main vers sa fermeture éclair. L'officier se raidit. Il veut voir, vérifier. Mais s'il se trompe, s'il n'y a rien, il aura agressé l'une des femmes les plus célèbres d'Europe. Sa carrière serait ruinée, peut-être sa vie. Joséphine le sait. Elle devine le dilemme qui se joue dans son esprit. Elle a elle-même fait ce calcul 1000 fois. L'équation de la survie, les subtilités de la manipulation. « Allez-y, dit-elle. Vérifiez. » Dispose du bon matériel. S'il sait où dispose du bon matériel, s'il sait où regarder, elle est perdue. Mais il l'ignore, ne peut l'imaginer. Car comment Joséphine Baker, la danseuse, l'artiste, la sauvage primitive qu'ils idéalisent depuis des années, pourrait-elle être assez rusée pour être espionne? L'officier lâche son poignet. Recule. Ce ne sera pas nécessaire, Fräulein. Mais nous vous surveillerons, ma chère. Joséphine, se repoudrant devant le miroir, répond. Tout le monde me regarde. C'est mon métier. L'officier s'en va. Joséphine s'assoit à sa coiffeuse. Ses mains tremblent un peu, juste assez pour qu'elle ne puisse pas appliquer son rouge à lèvres droit. Elle a déjà eu peur auparavant à East St. Louis pendant les émeutes. En Amérique, quand les lynchages sévissaient, en Europe au moment où les nazis prenaient le pouvoir. Mais cette fois, c'est autre chose. C'est l'instant précis où elle comprend que la chance finit toujours par s'épuiser, que chaque partie dans ce jeu rend les probabilités plus défavorables. Pourtant, elle ne peut pas arrêter. Elle ne le fera pas, car des soldats français meurent, des familles juives sont raflées, et il faut bien que quelqu'un agisse. Et si Joséphine Baker, cette gamine d'East St. Louis qui a surmonté la misère, le racisme et la brutalité,
Si elle peut contribuer à changer les choses, alors elle le fera. Juin 1944, le jour J, les Alliés débarquent en Normandie. Joséphine se trouve en Afrique du Nord, où elle se produit pour les troupes alliées, tout en participant à des débriefings, en fournissant des renseignements et en aidant à organiser des opérations. Cela fait 5 ans qu'elle est engagée dans cette double vie. 5 ans à divertir l'ennemi. 5 ans à faire passer des informations secrètes. 5 ans à mettre sa vie en péril, jour après jour. Elle est à bout de force, malade. Les tensions ont ravagé sa santé. Elle contracte une péritonite, frôle la mort et passe des mois à l'hôpital pour se remettre. Les médecins affirment qu'elle ne remontera plus sur scène. Ils se trompent. Août 1944, Paris est libéré. Joséphine rentre au pays. La foule est en délire. Elle se produit au Théâtre des Champs-Élysées, la même scène où elle avait fait ses débuts en 1925. Mais cette fois, elle porte l'uniforme de l'armée de l'air française avec le grade d'officier, car Joséphine Baker n'est plus seulement une artiste. Elle est lieutenant dans l'armée de l'air française. L'une des premières femmes noires à obtenir un rang militaire en France, officiellement reconnue pour ses missions de renseignement, ses actes de sabotage et son bravoure. Le gouvernement français lui décerne la Croix de guerre avec Rosette, puis la Légion d'honneur. Elle devient l'une des femmes les plus décorées de l'histoire militaire française. Pourtant, Joséphine n'évoque guère la guerre, n'écrit pas de mémoire sur son rôle d'espionne. Elle ne tire pas profit de son héroïsme, car d'autres tâches l'attendent. Après le conflit, Joséphine acquiert un château dans le Dordogne, qu'elle remplit d'enfants adoptés, 12 au total, de races, de religions et de nationalités variées. Elle les appelle sa tribu arc-en-ciel, sa démonstration que des personnes de toutes origines peuvent coexister en harmonie. Elle tente de créer le monde qu'elle aurait aimé connaître durant son enfance à East St. Louis, un univers où la couleur de la peau ne dicte pas la survie ou la mort, où les enfants ne voient pas leurs voisins périr dans les flammes, où l'humanité a un sens véritable. Cela la ruine presque. Entretenir le château coûte une fortune. Les enfants ont besoin de nourriture, de vêtements, d'éducation. Joséphine continue de se produire pour financer tout cela, bien au-delà de ses 60 ans. Elle est toujours sur les planches, dansant, chantant, incarnant Joséphine Baker. Mais elle accomplit aussi une mission plus essentielle. Elle revient aux États-Unis dans les années 1950 et 1960. Ce pays qu'il avait rejeté, qu'elle avait fui, elle y retourne pour chanter, mais aussi pour défiler, dans les marches pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King Jr. et de la NAACP. Elle refuse de se produire devant des publics ségrégés, refuse de descendre dans des hôtels qui excluent les Noirs. Elle est la seule femme à prendre la parole lors de la marche sur Washington en 1963. Debout sur les marches du Lincoln Memorial, en uniforme de l'armée de l'air française, ornée de médailles. Cette femme noire, originaire d'East Saint. Louis exhorte l'Amérique à s'améliorer. Vous êtes au seuil d'une victoire totale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le monde est avec vous, lance-t-elle à la foule. Elle parle des droits civiques, mais ces mots pourraient décrire sa propre existence, ses triomphes conquis, sa survie face à tout ce que l'Amérique, l'Europe et les nazis lui ont infligé. Le 10 avril 1975, à Paris. Joséphine s'effondre sur scène en pleine représentation. Hémorragie cérébrale. Elle a 68 ans, toujours active, toujours combative, toujours déterminée à ne pas renoncer. Elle s'éteint 2 jours plus tard, le 12 avril 1975. La France lui offre des funérailles nationales, avec honneur militaire et salve de 21 coups de canon. La première femme née américaine à recevoir cet hommage. Des milliers de personnes bordent les rues. Elle ne pleure pas une artiste. Elle pleure une héroïne, une espionne, une combattante, une femme qui a transformé le monde en faisant semblant de danser.
Les médias américains en parlent à peine. Une brève nécrologie en fin de journal. Joséphine Baker, artiste, décédée à 68 ans. Pas un mot sur ses activités de renseignement. Pas un mot sur son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Pas un mot sur le fait qu'elle a contribué à la victoire alors que l'Amérique hésitait encore à accorder aux Noirs des droits humains élémentaires. Mais la France le sait, la résistance française le sait. Les réfugiés juifs qu'elle a sauvés le savent. Les soldats alliés dont elle a préservé la vie le savent. Et cela suffit. L'histoire de Joséphine Baker nous enseigne ceci. L'invisibilité peut devenir une arme. Les nazis ne l'ont jamais soupçonné, car ils ne pouvaient concevoir qu'une danseuse noire soit assez intelligente pour être espionne. Ils ne pouvaient imaginer qu'une personne qu'ils considéraient comme primitive et sexuelle puisse les déjouer. Joséphine a retourné leur racisme contre eux. Elle a exploité leurs préjugés comme un camouflage. Ils ne voyaient que ce qu'ils désiraient avoir, une divertisseuse, une curiosité, un corps. Ils n'ont jamais perçu l'intelligence, le courage, la détermination glaciale qui se cachait derrière ses yeux légendaires. Elle avait saisi une vérité que la plupart ignorent. Le camouflage le plus efficace ne consiste pas à se transformer, mais à incarner précisément ce que les autres attendent de vous, tout en agissant à l'opposé de leurs suppositions. Les nazis imaginaient Joséphine Baker en train de danser, de sourire et d'incarner l'exotisme. C'est ce qu'elle fit. En même temps, elle transportait des renseignements inscrits sur sa propre peau. Elle abritait des réfugiés juifs dans sa résidence et elle orchestrait des missions destinées à saper le Troisième Reich. Elle incarna ce rôle à la perfection, si bien qu'ils ne purent jamais le percer à jour. Une photo de Joséphine, datant de 1944, la montre en uniforme de l'armée de l'air française, les médailles ornant sa poitrine, au garde à vous. Mais en scrutant ses yeux, on y discerne autre chose. Pas de la fierté, ni de la satisfaction, mais une intensité plus âpre. Le regard de celle qui a traversé des épreuves mortelles, qui a accompli des actes qu'elle n'évoquera jamais, qui a porté des secrets capables d'anéantir bien des âmes. Le regard de celle qui, des East St. Louis, a appris que la survie exige d'être plus astucieuse, plus vive, plus impitoyable que tous ceux qui cherchent à vous anéantir. Qui a transposé cette leçon en Allemagne nazie? Qui a triomphé? Joséphine Baker n'était pas destinée à compter. Femme noire, issue de la pauvreté, née dans un pays qui la considérait comme inférieure à l'humaine. Elle aurait dû périr à East St. Louis, dans la misère ou dans une cellule de la Gestapo. Au lieu de cela, elle devint l'une des espionnes les plus cruciales de la Seconde Guerre mondiale, sauva des centaines de vies, influença l'issue du conflit et se hissa au rang de femme noire la plus décorée de l'histoire militaire française, tout en feignant que ce n'était qu'une danse. Ce n'était ni de la chance, ni du simple talent. C'était la conscience que le monde vous sous-estime et transformer cette sous-estimation en arme redoutable. La Gestapo croyait surveiller une artiste. Elle observait en réalité une combattante, une agente secrète, une guerrière qui savait aussi danser. Quand ils comprirent enfin, il était trop tard. Les informations avaient été transmises. Les réfugiés étaient en sécurité. La guerre penchait du bon côté. Et Joséphine anticipait déjà de 3 coups d'avance. Elle l'avait toujours fait. D'East Saint-Louis à Paris, en passant par l'Afrique du Nord jusqu'à la victoire. Dès l'enfance, elle avait compris que survivre, c'est maîtriser le récit. Laisser les autres voir ce qu'ils prévoient, tout en accomplissant l'inimaginable. Elle en fit une maîtrise absolue, un art accompli, un outil pour démanteler un empire, le tout paré d'une jupe en banane. La plupart se souviennent de Joséphine Baker comme d'une danseuse, d'une vedette, de celle qui se produisait en bananas and feathers, qui promenait un guépard dans les rues de Paris, qui incarnait l'exotisme sauvage et primal. C'est précisément ce qu'elle souhaitait qu'on retienne, car pendant qu'ils admiraient le spectacle, elle remportait la guerre. Les meilleurs espions sont ceux qu'on ne soupçonne jamais.
Les plus grands guerriers font passer leur combat pour de la danse. Les héros les plus authentiques se fondent dans la foule tout en transformant le monde. Joséphine Baker en avait pleinement conscience. Elle l'a incarné jusqu'au bout. Et elle est morte en sachant que l'histoire la sous-estimerait elle aussi. Qu'elle se souviendrait des bananes et oublierait les batailles. Qu'elle verrait l'artiste et ignorerait l'espionne. Mais ceux qu'elle a sauvés s'en souviennent. Les résistants s'en souviennent. La France s'en souvient. Et cela suffit, car Joséphine Baker n'avait pas besoin d'éloges, ni de gloire, ni que le monde saisisse son œuvre. Elle voulait juste vaincre. Et elle l'a fait, en donnant l'illusion que ce n'était qu'une danse. Voilà le véritable tour de force. Voilà le génie authentique. Pas la performance, pas l'espionnage, mais la capacité à exceller dans les deux, à être les deux à la fois, à être celle qu'ils attendent tout en devenant tout ce qu'ils redoutent. La gamine d'East St. Louis, qui s'est imposée comme la femme noire la plus célèbre d'Europe. Qui s'est faite espionne, qui s'est faite soldate, qui s'est faite héroïne, qui a tout réalisé parée d'une jupe en banane et d'un sourire radieux. Car elle savait que l'arme suprême n'est ni un fusil, ni une bombe, ni un code secret. C'est les convaincre que vous êtes inoffensive, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce que les renseignements soient livrés, que la guerre soit gagnée, que vous vous teniez sur scène en uniforme de l'armée de l'air française, couverte de décorations, face à un public qui vous avait autrefois objectivé et qui vous salue désormais. Joséphine Baker a vaincu la pauvreté, le racisme, l'Amérique, les nazis, tous ceux qui affirmaient qu'une femme noire d'East St. Louis ne pouvait peser, ne pouvait rien altérer, ne pouvait triompher. Elle a gagné en dansant, en souriant, en étant précisément celle qu'ils imaginaient, tout en démolissant tout ce qu'ils avaient édifié. Et si l'on vous sous-estime un jour, si l'on vous écarte, si l'on vous traite comme inférieur à ce que vous êtes, pensez à Joséphine Baker. Souvenez-vous que l'invisibilité peut devenir une armure, que les préjugés peuvent se muer en armes, que la meilleure stratégie pour l'emporter est de les laisser croire que vous n'êtes pas dans la partie. Puis dansez, souriez et transmettez les informations qui les anéantiront. C'est ainsi qu'on remporte une guerre. C'est ainsi qu'on bouleverse le monde. C'est ainsi qu'une fille d'East St. Louis devient celle qui a contribué à terrasser l'Allemagne nazie, en feignant que ce n'était qu'une danse.